Nous sommes dans le site drangelique.free.fr, toujours dans ces introductions à la philosophie, ici la philosophie morale. Et donc dans cette leçon, je voudrais aborder la notion de premier amour. Premier amour qui fait démarrer, qui fait commencer toute activité morale, quelle qu'elle soit. Que le bien qui est aimé soit un bien honnête, un bien qui peut véritablement structurer la totalité de la personne humaine, ou que ce bien soit un bien décalé, inférieur, comme par exemple de l'argent. On peut mettre son intention ou son premier amour dans l'argent, c'est certain. Mais l'argent tout seul, comme finalité ultime de sa vie, est un bien matériel, et donc quand une faculté spirituelle, comme l'intelligence et la volonté, se porte tout entier sur un bien qui lui est inférieur, on appelle cela un mal moral. Ça veut dire qu'il y a une privation d'un ordre particulier qui aurait dû normalement être atteint, à savoir que l'esprit, faculté si digne, devrait se finaliser par quelque chose de plus grand que lui. Alors, ce premier moment de l'activité morale, qui n'est pas encore morale, arrive quand, naturellement, sans volonté de sa part, la faculté affective qui est en nous est attirée par un bien. Pourquoi ce n'est pas encore de l'activité morale? Parce que ce premier amour n'étant pas libre, comme il s'impose. Il ne faut pas oublier que notre volonté, faculté d'affectivité spirituelle, est une volonté, et donc son objet naturel est un bien. Et donc la présence même du bien l'attire, c'est naturel. Mais dans un premier temps, n'en étant pas encore consciente, parce qu'il y a finalement deux moments dans ce premier amour. Le moment où il n'est pas conscient, où il s'impose, et puis le moment où on en prend conscience, qui va donner lieu à la deuxième activité morale, la deuxième partie de cette analyse, et qui là va véritablement rentrer dans l'activité morale, à savoir l'intention de vie. Lorsqu'un premier amour naît et qu'il est spécifiquement spirituel, c'est-à-dire qu'il pourrait aboutir à un amour d'amitié, alors c'est que c'est la faculté elle-même qu'on appelle la volonté qui est attirée par ce qui est spirituel dans l'autre, à savoir par quelque chose qui dépasse son aspect sensible, son aspect corporel. À cet égard, je voudrais, et là ça serait très intéressant, manifester ce que c'est que ce qu'on appelle le cœur humain. Le cœur humain, c'est une expression qu'on emploie souvent et qui signifie de manière descriptive toutes les facultés de l'affectivité humaine par rapport à une autre personne. Donc cette analyse-là, qui va évidemment découper en tranches, parce que l'analyse fait toujours cela, elle met de l'ordre de cette façon-là, cette analyse-là, il ne faut pas oublier, se réfère à quelque chose qui, dans la réalité, est souvent unifié. Mais il faut tout de même faire cette analyse afin de bien distinguer, quand on se rend compte qu'on éprouve un premier amour qui s'impose, de sa nature. Donc on avait vu en philosophie du vivant qu'on peut distinguer dans l'être humain 3 degrés de vie. Sa vie végétative, commune avec les plantes, sa vie sensible, commune avec les animaux, et sa vie spirituelle qui lui est proche. Eh bien, cette analyse en 3 degrés de vie qui a été posée par Aristote, elle est utile à chaque fois. Je dirais qu'elle est comme une clé qui permet de mieux comprendre dans toutes ses dimensions l'être humain. Eh bien, en ce qui concerne le cœur humain, donc la faculté d'affectivité, comme de logique, eh bien, tous ces 3 degrés de vie y ont une part. Au niveau de la vie végétative, ce qui est en jeu, ce qui est présent, qui est fondamental, que Sigmund Freud a bien décrit, même si lui en a fait une idéologie, c'est-à-dire qu'il a prétendu que ce que je vais raconter là, c'est ce qui explique tout le comportement humain. En réalité, c'est juste fondamental, mais ce n'est pas du tout le comportement humain. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'affectivité sexuelle. Effectivement, elle est inconsciente, dans sa racine.
Mais elle devient consciente évidemment dès qu'elle se met dans la vie sensible, puisque tout simplement on est attiré par le corps magnifique et sexué de l'autre qui est en face. Et ça, c'est parfaitement conscient. Mais sa racine est profondément inscrite dans la nature végétative de l'être humain et est donc inconsciente. Je veux dire par là que présent dans les hommes et dans les femmes, surtout dans leur jeunesse et à partir dans l'exercice, dans la puberté, il y a un instinct fondamental du corps qui désire donner la vie. Cet instinct, il est commun avec les plantes, et donc, comme chez les plantes, il est inconscient. Par exemple, nous ne sommes absolument pas conscients à l'heure actuelle que notre corps ne cesse de fabriquer des gamètes. Des gamètes, pour quand ce sont des hommes, c'est par millions. Quand ce sont des femmes, ce sont des ovules qui mûrissent, qui sont présents chez la toute petite fille, mais qui mûrissent au cours de sa vie de femme. Mais sans cesse, notre corps fabrique ces choses-là. Et ça a des répercussions sur le comportement. Lorsqu'on nie complètement cet instinct sexuel, comme le faisait par exemple au temps de Sigmund Freud, la société, qui était très très puritaine, et donc ces choses-là, on n'en parlait jamais. Eh bien, on met effectivement une chape d'interdit sur une cocotte minute qui ne peut qu'exploser. Et c'est ce que Freud avait décrit, avec raison, dans la génération de son époque, chez les malades mentaux. Il constatait que, ayant perdu toute façon de cacher leurs pensées, eh bien, ils passaient leur temps dans de l'obsession sexuelle, puisque à l'époque, il n'y avait pas de médicaments pour calmer ces obsessions sexuelles. Et donc, il en avait conclu que cette libido, cet instinct sexuel, était ce qui expliquait tout le comportement humain. En réalité, ce premier degré de l'affectivité humaine, fondamental, n'est pas le plus essentiel, mais il ne faut jamais l'oublier. Et dans une analyse philosophique, voilà ce qu'on peut dire. On le spécifie, on découvre ce qu'il est vraiment par son objet. Ça veut dire en fait que cet instinct sexuel, qui peut épanouir le cœur humain quand on tombe amoureux d'une personne du sexe opposé, cet instinct sexuel a comme objet, comme finalité naturelle, la recherche d'un acte sexuel complet, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas au préliminaire. Il veut aller jusqu'au bout, c'est son travail, c'est son but à cet instinct, en vue de la venue d'un enfant. Ça veut dire que sa spécificité n'est pas le plaisir, mais le plaisir intense qui est en lui, c'est pour conduire le vivant, sensible, animal et homme, à le faire. Parce qu'il est évident que s'il n'y avait pas du tout de plaisir, eh bien, vu que cet acte, parfois, on le voit chez les enfants qui sont prépubères, ils ne le trouvent pas beau, eh bien, peu de gens le feraient. Et donc, il y a un grand plaisir qui a été mis par la nature, aussi bien chez les animaux que chez les hommes, dans la vie sensible, de manière à ce que la finalité de cette vie végétative soit réalisée. Alors, on va me répondre, mais quel rapport avec ce degré-là par rapport à l'activité morale? Mais c'est un rapport important. Je veux dire par là que lorsque va naître un amour d'amitié, et que cet amour d'amitié porte sur une jeune femme, eh bien, ce conditionnement doit être conscient. C'est-à-dire qu'on doit se rendre compte qu'il y intervient quelque part. Et on n'est pas suffisamment naïf quand, par exemple, quelqu'un est marié et qu'il crée une grande amitié avec une superbe jeune fille, etc. Son épouse n'est pas suffisamment naïf pour ne pas s'en inquiéter. Le cœur humain ne se réduit pas, évidemment, à ce premier degré et à son objet, donc comme je le disais, l'acte sexuel voulant aller jusqu'au bout. Le deuxième degré du cœur humain, qui se situe au niveau de sa vie sensible, c'est ce qu'on peut appeler le domaine de la passion, du sentiment amoureux. Et concrètement, lors de la naissance d'un amour d'amitié, quel est l'objet qui nous attire dans la personne qu'on repère dans un premier amour? Quel est l'objet qui actue cette faculté sensible et qui provoque un premier amour sensible? Eh bien, je dirais, ça dépend de la diversité de tous les amours d'amitié qui peuvent apparaître. Mais disons que si je prends comme premier exemple l'amour d'amitié homme-femme qui pourrait aboutir par exemple à un mariage, eh bien habituellement
ce qui charme le sentiment passionnel de l'homme, et en fonction de ce premier degré qui est sexuel, qui est présent en lui intimement, c'est, chez la jeune fille, c'est ce que disent souvent les adolescents, les jeunes, à la fois quelque chose de pur, qui paraît virginal, qui paraît limpide. Je veux dire par là qu'une fille vulgaire, grossière, ne provoquera pas cette attraction habituellement. Donc il faut qu'il y ait une impression. Mais une impression, ça veut dire que l'impression suffit, le charme suffit. Ça ne veut pas dire que la fille est véritablement pure, etc. Mais l'impression extérieure de pureté, et curieusement, parallèlement, un côté sex-appeal, c'est-à-dire la beauté d'un corps sexué qui attire le garçon. Donc les deux ensemble, qui paraissent des qualités contradictoires, interviennent dans la naissance, chez beaucoup de garçons, de ce premier amour non libre d'ordre passionnel pour le sexe opposé. Chez la jeune fille, qui fonctionne souvent, ce n'est pas absolu ce que je dis là, hein, mais souvent différemment du garçon, eh bien, lié à son instinct naturel profond de reproduction, sa passion, curieusement, sera attirée par quelque chose qui émane chez le garçon et qui semble responsable, mûr, sécurisant, une sorte de force. Et on voit très bien pourquoi ce premier instinct-là l'attire vers un garçon qui a de la force, c'est parce que, sans doute, comme c'est provoqué par l'instinct de génération, il faut un père qui puisse protéger son épouse et ses enfants. Et instinctivement, c'est ce qui attire la jeune fille. Mais ce n'est pas tout. La force a un rôle important, mais ce n'est que chez des jeunes filles pathologiques qu'elle ne joue que cette force-là. Je veux dire par là qu'on a constaté effectivement que parfois des grands criminels, des gens qui ont été célèbres comme ça, attirent une cour de jeunes filles qui sont amoureuses folles. Pourquoi ? Parce que le pouvoir politique, mais aussi dans le cas de grands criminels, le crime, la célébrité, a un effet aphrodisiaque, justement, d'attraction, à cause de cette espèce d'admiration que la partie sensible et végétative peut avoir. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Si ça suffit, c'est qu'il y a une pathologie. Chez une jeune fille normale, la force ne suffit pas, il faut aussi un côté douceur. Il émane de ce garçon de la douceur, de la délicatesse, pas que de la force. Pourquoi ? Parce que l'instinct naturel va dire, s'il n'est que fort, peut-être sera-t-il violent. Mais s'il n'est que douceur, peut-être ne sera-t-il pas assez fort. Et c'est comme ça qu'on voit que, en fonction des façons d'être de l'instinct de reproduction fondamental, eh bien la vie passionnelle, dans le cadre d'un premier amour qui se dirige vers le sexe opposé, a des nuances différentes. Pourquoi est-ce que le garçon est attiré par une fille à la fois dont il émane de la pureté et en même temps un certain sex appeal, une beauté physique, corporelle, hein, il regarde vraiment les atouts physiques de la jeune fille. Ben, sans doute parce que l'instinct dit inconsciemment que si elle est vulgaire, délurée, elle ne sera pas fidèle. Mais que si elle n'est pas belle, si sa peau est ridée, etc., elle ne sera pas féconde. Donc on le voit. Il y a véritablement, effectivement, un inconscient sexuel qui provoque ces nuances dans l'amour passionnel. Cependant, ce deuxième degré de vie qu'on appelle le côté passionnel et sentimental n'est pas du tout obligé de s'exercer dans le cadre d'un amour comme ça avec le sexe opposé. Ou parfois, dans le cadre d'un amour avec le sexe opposé, il n'a pas du tout l'intention liée à l'instinct de reproduction. La passion peut très bien être d'un homme envers un autre homme parce qu'il le trouve sympathique, parce qu'il met de l'ambiance à table et parce qu'il se dit « ça va être super, on ne pourra pas s'ennuyer avec lui, on va essayer de le rencontrer, on va passer de bonnes vacances ». Chez d'autres personnes, ça va être une connaturalité d'intention de vie. C'est-à-dire qu'en repérant la manière dont la personne parle, on s'aperçoit qu'elle nous correspond spirituellement. Il y a quelque chose qui nous attire parce qu'elle pense un peu comme nous. Il y a des goûts en commun. Et donc on peut très bien aller vers elle à cause d'un premier amour, d'apparence toujours passionnelle, une impression de goût en commun. Tout ce domaine-là, s'il caractérise, en fait, ce premier amour qui touche la sensibilité, c'est qu'il n'est que dans l'apparence.
c'est une première impression qui va l'actuer. Et cette première impression peut être tout à fait fausse. Donc c'est à travers une manière de parler, de penser, de bouger, la façon dont un corps se comporte. Et là, du coup, on va ou pas éprouver de la sympathie ou de l'antipathie, ce n'est pas libre. Enfin, le troisième degré de l'affectivité humaine, lui, il n'est pas finalisé par le charme sensible qui émane d'une personne. C'est le degré de la vie spirituelle, celui de l'intelligence et de la volonté. Ce qui va caractériser l'objet qui permet de spécifier ce degré particulier d'amour, lorsqu'on est attiré par un bien dans un premier amour, c'est justement sa qualité spirituelle. Donc ce n'est pas seulement l'attraction d'un corps sexué du sexe opposé, ce n'est pas seulement un charme sensible qui émane, une apparence, mais c'est la personnalité profonde de la personne qui attire parce qu'on la trouve bien. Alors par exemple, une amitié qui naîtrait de la vision d'un acte héroïque. On le voit parfois dans des guerres où des camarades de combat, confrontés aux pires situations, remarquent tout d'un coup que l'un d'eux est un homme honorable. Il se comporte bien, sa vie est moins importante que la protection de ses camarades. D'autres, au contraire, se mettent tout de suite à l'abri. Tant pis pour les autres, sa peau d'abord. L'observation de ce genre de comportement qui va induire une attitude spirituelle, une attitude de générosité, ou au contraire d'égoïsme, peut provoquer un premier amour spirituel, c'est-à-dire qu'on aime ce comportement, on aime cette mentalité. Et ce n'est pas seulement une mentalité sensible, une apparence, une façon de parler. Là, on a constaté des actes profonds, et notre intelligence les repère, et notre volonté y est attirée, sans qu'on le choisisse. Au contraire, les actes de lâcheté, de veulerie, d'égoïsme, de bassesse provoquent dans l'intelligence la vision d'un mal et dans la volonté une répulsion non contrôlable, naturelle, parce que naturellement, la volonté semble porter vers le bien moral, quelque chose qui est honorable, et elle semble fuir le mal moral. Alors on me dira, il y a une certaine souplesse là-dedans, c'est quoi le bien moral ? Eh bien je dirais qu'il faut que je me réfère ici à une notion qu'avait découverte saint Thomas d'Aquin en philosophie dans sa somme théologique et qu'il appelle la syndérèse. La syndérèse, c'est une sorte de vertu naturelle qui n'est pas acquise, qui est innée et qu'il estimait présente dans l'intelligence et la volonté humaine. Je veux dire par là que pour lui, naturellement, mis par le Créateur, donc comme un programme, la volonté n'était pas neutre. Elle n'avait pas un regard absolument laxiste, je dirais activiste par rapport au bien et au mal. Mais naturellement, quand on lui présente des actes mauvais, comme la trahison dans l'amitié, exemple, un homme qui aime une jeune femme, cette jeune femme se comporte bien, et cet homme qui la méprise, qui la traite plus bas que terre, etc., eh bien naturellement, la volonté réagit par une répulsion. Au contraire, lorsque on est confronté à un acte bon, comme par exemple la délicatesse d'un jeune homme par rapport à sa jeune femme qu'il aime, à laquelle il est attentif, il l'aide, il se comporte bien et réciproquement, eh bien, la volonté est comme attirée, elle a de la sympathie pour ces choses-là. Cette orientation profonde, on la repère facilement. Lorsqu'on met à un public immense un film où il y a des comportements de grande noblesse, je pense au film Gladiator par exemple, qui manifeste un homme, qui se comporte avec droiture parce qu'on a massacré sa femme et qui veut véritablement faire payer le criminel, mais il ne le fait pas n'importe comment. Eh bien, unanimement, on pourra dire, mais certainement pas à 100%, unanimement, il y a une admiration pour un tel comportement qui pousse cet homme jusqu'à la mort et il rejoint sa femme dans l'autre monde. Pourtant, ce n'est pas 100%. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui détestent cela et qui en ricanent en appelant ça du bon sentiment.
qui disent que c'est illusoire, que c'est imaginaire, que dans le monde, il n'y a que ses propres intérêts qui comptent. Ça veut dire que la syndérèse, donc cette programmation innée de la volonté et de l'intelligence qui va intervenir dans le premier amour, peut être combattue par une activité libre qui fait qu'on s'est créé une autre morale. Il y a des gens qui, effectivement, sans aucun scrupule, deviennent ce qu'on appelle des pervers. Un pervers, ce n'est pas une maladie mentale. C'est plutôt une personne qui choisit librement ce qu'on appelle un mal, mais qui le fait en ayant étouffé en elle tout repentir possible, toute souffrance. La seule chose qui lui compte, qui lui importe, c'est d'obtenir sa finalité. Donc on voit par exemple un pervers dans un être humain qui fait des êtres humains, des autres, de son prochain, des objets purs, par exemple, de convoitise sexuelle. Ce sont les grands pervers sexuels. Il y a des pervers sexuels qui ne le sont pas. Je veux dire par là que quand ils provoquent un crime sexuel, ils sont pleins de remords, ils se livrent à la police, ils regrettent, ils voudraient qu'on les empêche, etc. Ils sont soumis à des pulsions qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Rien à voir chez le pervers, qui lui n'a aucun remords, aucun regret, et qui calcule comment ne pas se faire prendre. Donc on avait analysé ça dans le cas de ce grand criminel belge qui s'appelait Marc Dutroux, et qui, voulant sortir de prison, préparait d'abord l'embobinement de ses gardiens, en faisant croire qu'il était devenu chrétien, qu'il voulait être diacre, en parlant à l'aumônier qu'il avait embobiné. Et parallèlement, en même temps, étant donné qu'il était en prison pour viol, il lisait des romans, il calculait comment il allait faire pour ne plus se faire prendre la fois suivante. Il fut libéré et il commença à faire des chantiers dans sa maison pour créer des caches non repérables, des murs épais comme ça, avec des épaisseurs de polystyrène pour que rien ne soit entendu, et qu'on ne puisse pas repérer les prisonnières qu'il faisait et qu'il enfermait dedans, qu'il pouvait sortir à volonté pour ses affaires sexuelles et re-rentrer. Donc on avait atteint là quelque chose, une finalité, une intention de vie qui est d'ordre perverse parce qu'elle s'oppose tout à fait radicalement à la syndérèse, c'est-à-dire au bien et au mal naturellement inscrits dans notre volonté. C'est quelque chose qui, chez des grands criminels comme ça, est choisi, est pesé, donc à travers toute l'analyse de l'activité morale, intention de vie, choix des moyens, conseil, imperium, passage à l'acte, etc., etc. Alors, pour reprendre l'analyse donc du premier amour, je dirais qu'il faut avoir en tête ces 3 degrés qui constituent le cœur humain pour apprendre, quand nous sommes surpris par un premier amour, à l'analyser, à savoir ce qui le constitue. Il faut être capable de le faire et c'est quelque chose de pas facile, en tout cas pour des jeunes. C'est quelque chose qui, avec l'expérience, vient plus facilement. Quand c'est dans le cadre, par exemple, d'un rapport homme-femme, c'est-à-dire d'un premier amour qui pourrait naître entre un jeune homme et une jeune femme, il faut être capable de discerner la part d'attraction sexuelle, qui donc est instinctive, très forte, et qui provoque une passion particulière par rapport à la beauté du corps de l'autre, ou, si c'est le cas de la jeune fille, par rapport à une sorte de sécurisation, impression de douceur qui émane de l'autre, et qui en fait est liée à l'instinct sexuel. Beaucoup de jeunes filles, par exemple, quand un garçon un peu gentil vienne leur faire la cour, a priori, elles s'en détournent et elles ricanent parce que leur première impression est que ça ne leur correspond pas. Il est trop gentil, donc il est neuneux, et leur instinct leur dit « il ne te protégera pas ». Eh bien, ce premier amour-là, cette première impression, il faut savoir l'analyser et savoir considérer qu'elle vient de l'instinct fondamental. Et que, hélas, parfois, on passe à côté de jeunes hommes très bien, très honnêtes, qui jamais nous trahiront. Alors pas forcément, ça peut être aussi quelqu'un de très velléitaire, sans aucune personnalité, ce que la première impression avait donné. Mais en réalité, ça peut être aussi un gentleman, c'est-à-dire quelqu'un qui respecte les femmes et qui aurait pu rendre heureux, si on avait su dépasser la première impression de l'instinct sexuel finalement. Il faut savoir discerner dans ce premier amour la part passionnelle, imaginaire. C'est très important, d'autant plus si on a un tempérament qui est facile à s'emballer.
L'expérience parfois est claire là-dessus. Ça veut dire qu'on se fait avoir une fois, on souffre beaucoup, et la fois suivante, chien échaudé n'aime pas l'eau. L'eau du tout, qu'elle soit froide ou chaude. Et maintenant, ajouter quelques considérations sur ce premier amour. La première d'entre elles, c'est que ce premier amour n'est pas coupable, parce qu'il n'est pas responsable. En fait, il vient sans que notre liberté soit en jeu. C'est pourquoi, lorsqu'il arrive dans un couple marié, par exemple, que l'un des deux ait secrètement éprouvé un coup de cœur pour un autre homme ou une autre femme qu'il a croisé, tant qu'il n'y a pas consenti, ceci n'est absolument pas coupable. Je dirais même que c'est quelque chose qui arrive. Par contre, lorsque va intervenir l'intention de vie, si jamais on y consent, eh bien là, il y a une forme de trahison de l'engagement qu'on a par rapport à son conjoint, puisqu'on réserve normalement à son conjoint ce genre d'amour. Je me rappelle à cet égard du cas d'une élève, une jeune élève, et je disais un jour en classe, je parlais de ces personnes qui avouaient que dans l'acte conjugal, il leur arrivait de penser à quelqu'un d'autre. Chose étrange, évidemment, qui est de l'ordre d'une forme de trahison, puisque là, il y a un certain consentement. Et je me rappelle qu'elle disait, scandalisée, ça ne m'arrivera jamais, je serai fidèle, etc. Et puis quelques années plus tard, un jour, je la vois venir en larmes, et elle me dit ceci, en allant travailler dans un magasin où sa mère lui avait trouvé une place, j'ai vu un garçon, elle avait elle-même un copain, hein, j'ai vu un garçon et je suis tombé amoureux fou. Et je ne pense qu'à lui et je n'ai que lui en tête. Et vous vous rappelez ce que vous m'aviez dit, etc. Eh bien, ces pensées-là me viennent. Eh bien, dans son cas à elle, c'était une véritable tentation. Elle n'y consentait pas, tout son être refusait cette chose-là, mais étant donné qu'elle était jeune et que c'était très puissant, elle découvrait avec horreur qu'elle n'arrivait pas à contrôler son affectivité sensible envers un garçon qu'elle ne connaissait pas, elle n'avait même pas parlé avec lui. Donc c'était de l'ordre uniquement de l'attraction sexuelle, sentimentale. Donc quelque chose, une sorte d'apparence qui l'avait tilté complètement, de manière non libre. Et donc face à une telle chose qui devenait une tentation, puisque ça mettait en danger la fidélité avec son fiancé, eh bien, il a fallu trouver une solution, à savoir qu'elle change de magasin, qu'elle aille travailler dans un autre qui était dans une chaîne parallèle, de manière à ne plus être confrontée à quelque chose qui allait l'envahir, la dépasser. Eh bien, en tout cas, dans cette situation-là, il n'y a pas culpabilité, il n'y a pas responsabilité, parce qu'il n'y a pas consentement. Il y a plutôt une tentation par rapport à sa responsabilité à elle, qui est la fidélité par rapport à celui avec qui elle s'est engagée. Donc c'est très important à comprendre. Je verrai dans la leçon suivante comment on peut transformer ou non ce premier amour en une véritable intention de vie, c'est-à-dire qu'on le choisit, et à ce moment-là, c'est tout à fait différent. Elle décida de ne pas le choisir, et simplement, il s'avère que son affectivité spirituelle, qui elle était orientée vers son bien, son vrai fiancé, devait lutter contre les deux autres niveaux de son affectivité, sa sensibilité, sa sexualité, qui eux, étaient attirés et qui résistaient. Donc elle avait en elle une division, alors que jusqu'à là, elle n'avait connu qu'une simplicité. Ces choses-là n'arrivent que parce que le cœur humain, justement, il est complexe et qu'il a 3 degrés de vie en lui. Si le cœur humain était parfaitement harmonisé, je dirais que les 2 premiers, donc la sexualité, la sensibilité, seraient naturellement et simplement soumis au choix de notre volonté. Et ce n'est pas tout le temps le cas. Ce qu'on verra un peu plus loin dans la partie qui analysera la nécessité d'acquérir des vertus morales. Et alors enfin, une dernière considération, c'est que ce premier amour peut être brutal, violent, et c'est ce qu'on appelle alors le coup de foudre, ou il peut être au contraire doux, progressif, peu passionnel et très spirituel. En fait, toutes les manières d'être, selon l'affectivité humaine telle qu'on l'a décrite, peuvent arriver. Finalement, chaque premier amour a sa façon d'être concrète, avec sa dose ou son absence de dose de l'instinct sexuel,
avec sa dose ou son absence de dose de l'aspect passionnel, et avec sa dose ou son absence de dose de l'aspect spirituel. C'est en apprenant à le comprendre, à le connaître, que pourra intervenir à ce moment-là une intention de vie auquel on dit oui ou au contraire qu'on refuse, parce que cet amour peut très bien conduire à la destruction, ou au contraire est une voie qui peut aboutir à une véritable construction éthique.